Voilà, bienvenue à tous dans ce webinaire qui va être animé donc par Anna Galotti. Et je vous présente en quelques mots qui est Anna pour ceux parmi vous qui ne la connaîtraient pas encore. Il ne doit pas y en avoir beaucoup, mais voilà. Alors, Anna est coach depuis 2001 et elle est coach au niveau MCC depuis 2009. Elle préside la task force coaching et intelligence artificielle au niveau d'ICF Global. Et Anna, tu as été présidente du groupe Thought Leadership Institute chez ICF. Donc Anna, elle a fondé et elle dirige deux sociétés de coaching. Il y en a une qui est à Paris, l'autre qui est à New York. Et donc Anna voyage pas mal et intervient sur différents continents. En termes de coaching, elle va accompagner des cadres dirigeants internationaux, des équipes de direction. Elle développe des projets de changement organisationnel et elle gère un réseau de plus de 80 coachs dans le monde pour travailler avec ses clients. En 2021, donc, elle crée une école de coaching qui s'appelle Group Coaching Institute, qui est certifiée par ICF et qui va allier du coaching individuel, du co-développement et du coaching d'équipe. Et pour conclure, donc en plus de coach, en plus d'entrepreneur, en plus de formatrice, Anne est aussi écrivain. Elle a écrit 3 livres, donc Faire les bons choix, le coaching des managers et des dirigeants. Et le troisième, je ne sais pas lequel c'est en fait. Mais en tout cas, depuis 2020, tu contribues également chez Forbes. Voilà, ça c'est une présentation courte d'Anna, mais ça vous donne déjà une idée de qui va vous entretenir aujourd'hui. Voilà, Anna, je vais te laisser la parole en te disant simplement que là, on est ensemble pour 1 heure et demie. Et vous avez un chat dans lequel ça serait chouette de mettre vos questions au fur et à mesure. Donc, quand ça se prêtera bien, j'interromprai Anna pour lui poser directement vos questions de façon à ce que ce soit suffisamment interactif et qu'on ait un échange au fur et à mesure. Voilà. Anna est super rodée pour raconter ce qu'elle va nous raconter. Bah oui. Donc, voilà. Donc, l'interaction, c'est sympa. Ça va aussi lui permettre d'avoir un petit peu de variété dans ce webinaire qu'elle fait quand même de façon assez régulière. Voilà. Est-ce que Alors, déjà avant de merci. démarrer, tu es en Mais ordre de groupe? c'est bon? Je Allez, démarre? à toi Et de jouer. bah, merci, Baderia. En fait, je vous rassure, je ne vais pas parler toute seule pendant 1 heure et demie parce que, bon, après, si ça dure moins longtemps, on va voir, mais je vais parler, puis vous me posez des questions. Enfin, c'est intéressant si c'est interactif. Et ça, c'est ma troisième conférence de International Coaching Week parce que hier, j'étais avec ITF Pittsburgh, ici aux États-Unis. Je suis à New York, là. Et ce matin avec le Portugal, maintenant avec vous. Donc, c'est assez rigolo de voir. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est que je recueille vos questions de manière anonyme, bien évidemment, parce que il y a des questions intéressantes pour ICF central, global, justement pour faire avancer les choses et pour aussi qu'ils soient conscients de ce qui se passe sur le terrain, donc dans les différents chapters. Donc, je vais partager mon petit écran. Bon, paf, ça. Vous le voyez là? Impeccable, oui, on voit. Je ne sais pas pourquoi il fait ça. Oui, donc, bon, ça c'est la conférence, c'est le titre, donc ça vous le connaissez. Donc, comme disait Badria, donc je suis co-chair, co-présidente, je pense que ça se dit, de la Task Force Coaching et IA, ICF Global. Et donc, l'autre chair, c'est Woody Woodward, c'est un professeur à New York University. Et en fait, il a créé a School of Professional Studies in Coaching Innovation Lab qui s'occupe en particulier des coaching et technologies. Il a écrit un livre avec Anna Tevis, qui est quelqu'un d'assez connu ici. Et donc, tous les deux, de manière différente,
on diffuse les informations sur les coachings et la technologie. Si vous regardez sur mon LinkedIn, je partage souvent des choses à ces propos. Donc, qu'est-ce qu'on fait à la Task Force? D'abord, on réunit des experts pour aider ICF à développer les orientations et les recommandations, à la fois pour mieux impliquer tous ceux qui développent l'intelligence artificielle en fournissant des conseils sur la science, l'éthique, etc. Par exemple, à Pittsburgh, je disais à Badria, il y avait quelqu'un de Better App qui m'a dit, mais alors, je veux rentrer en contact avec ICF parce que je vois que vous êtes en train de développer, de faire sortir des guidelines. Donc, voilà. L'idée, c'est aussi d'influencer ceux qui travaillent dans l'IA, informer les dirigeants d'ICF et les coachs, c'est pour ça que je suis là avec vous, sur ce qui se passe et identifier les orientations futures. Alors, peut-être une petite introduction sur ce que c'est l'IA. Je vais aller assez vite là-dessus parce que peut-être certains de vous le savent déjà, mais bon, après, si vous avez des questions, je suis là pour vous répondre. Donc, vous voyez, l'IA, c'est la capacité de la machine à imiter l'intelligence humaine. Et il y a différentes sous-champs, sous-thématiques. C'est l'apprentissage automatique, l'apprentissage profond, l'intelligence artificielle générative et les traitements automatiques du langage naturel et les modèles de langage de grande taille. Je vais vous donner des exemples de chacun qui vont vous parler. Donc, par exemple, l'apprentissage automatique, ou en anglais machine learning, c'est la machine qui apprend en fait à travers différentes données qui lui sont données. Et donc, l'apprentissage automatique, par exemple, c'est la détection des fraudes dans les cartes de crédit. C'est-à-dire, la machine apprend à travers les différentes fraudes et ensuite, elle est capable de prévoir les futures fraudes et de dire attention, attention, il y a un problème. Même chose, les prévisions météorologiques. Elle prend une série de données du passé, du présent, elle dit demain il va pleuvoir ou il va faire beau. Et l'apprentissage automatique, en fait, ça se compose en 4 catégories. Les premiers, c'est apprentissage supervisé, c'est-à-dire que la machine apprend en étant supervisée par l'homme. 2, non supervisé, on va y revenir dessus parce que en ce qui concerne l'éthique, les questions qu'on se pose, ça a son importance. L'apprentissage semi-supervisé, donc moitié-moitié, et par renforcement, c'est typiquement les cas du robot qui mettent dans un labyrinthe, il cogne contre les murs et dit « Ah non, c'est pas la sortie ». Donc, il comprend qu'il doit aller à droite ou à gauche et il apprend parce que il cogne la tête contre les murs. Ensuite, on a l'apprentissage profond, donc deep learning. Et donc, la différence entre ça et les premiers, c'est que l'apprentissage automatique, c'est que là, l'IA utilise énormément plus de données. Donc, pour vous donner une idée, c'est la voiture automatique. C'est-à-dire la voiture automatique, imaginez la quantité de données qu'elle doit savoir pour pouvoir apprendre à conduire sans, enfin automatique, je ne sais pas si on dit automatique, autonome, voilà, à conduire sans l'être humain. Ensuite, on a l'IA générative, et comme dit les mots, ça génère des contenus. Et on va voir aussi que ça a des implications éthiques pour nous différentes et variées. Et donc, ça génère des images, des photos. ChatGPT, il génère des logos, il génère différentes choses. Après, il y a les traitements automatiques du langage. Donc là, c'est la machine qui apprend à comprendre et à aussi s'exprimer dans les langages humains. Et dans les TAL ou NLP, donc elle utilise une grande quantité de données, alors que dans les modèles de langage de grande taille, pardon, je me confonds toujours entre français et l'anglais, c'est beaucoup plus de données. Ça, il y a
il y a beaucoup plus de connexions qui se font. Donc, certains disent ça imite les cerveaux humains, mais vous inquiétez pas, on n'en est pas là. Et donc, par exemple, les premiers sont, donc ici, c'est les traducteurs de Google et ici, c'est ChatGPT aussi. Euh, je vous donne une idée de ce que l'intelligence artificielle est capable de faire à l'heure actuelle. Donc, Gemini 1.5 des pros de Google, on lui a donné Les Misérables, 1382 pages, et on lui a dit, enfin, on l'a downloadé, non, downloadé. Et donc, après, on lui a dit, on a fait ce petit dessin, on lui dit, ben, dis-nous dans quelle page, dans quelle ligne, ça, quelle page et quelle ligne correspond à cette image. Et pof, il a trouvé exactement la ligne qui correspond à cette image. Bah oui. Il y a une autre chose que je n'ai pas mis dans mes slides, c'est que ChatGPT vient de sortir lundi, je crois, la nouvelle version, je ne sais pas si ça s'appelle 4O, 4.0, mais enfin bon, c'est la nouvelle version. Et si, je vous invite à aller sur les sites de ChatGPT pour voir ce qu'elle est capable de faire, et en particulier, en gros, les gars, ils montrent qu'elle peut interagir comme nous, on peut interagir sur Zoom avec n'importe quel humain. Après, je suis allée sur ChatGPT parce que j'ai la dernière version, mais ça ne fait pas encore ça pour les commandes mortelles. Je ne sais pas, juste pour donner une idée, mais allez voir. Ensuite, il y a l'IA étroite, générale et super. Et donc, l'IA étroite, en gros, c'est les chatbots. Vous allez sur un site marchand, il y a la petite chatbot qui s'ouvre. Hello, comment je peux vous aider à acheter ci et ça? Les coachs AI, on va en parler, les coachs IA, pardon. On va en parler, pour l'instant, c'est des chatbots. Et donc, c'est simplement de l'intelligence artificielle assez rudimentaire. L'IA générale, c'est celle qui arrive au même niveau et performe au même niveau que les cerveaux humains. Mais là, il se pose des questions assez essentielles, c'est-à-dire, comment on définit l'intelligence humaine? Si on dit que l'IA atteint les mêmes niveaux que l'intelligence humaine, comment on la définit? En fait, il y a une multiple intelligence, ça on le sait en tant que coach. Est-ce qu'on peut vraiment définir l'intelligence humaine dans toute sa complexité? Donc, qui on est en tant qu'humain? Qu'est-ce qui nous distingue? Qu'est-ce que c'est la conscience? Il n'y a pas vraiment beaucoup d'accords chez les différents scientifiques sur ça, parce que justement, c'est une telle complexité que… Et donc, on n'en est pas là dans l'IA générale, mais pour votre information, et vous pouvez le regarder dans les news, c'est que donc Sam Altman, qui est les PDG des OpenAI, qui produit ChatGPT, est en procès avec Elon Musk, le monsieur de la Tesla, des satellites et tout ça, parce qu'Elon Musk est actionnaire ou était actionnaire de OpenAI et il a intenté un procès contre OpenAI parce qu'il leur a dit, dans les statuts initiaux d'OpenAI, c'était très clair que OpenAI développait que de l'IA étroite. Maintenant, avec ChatGPT, vous êtes en train de développer de l'IA générale et donc vous me devez je ne sais pas combien d'argent. Et donc, il y a Elon Musk qui essaie de prouver que c'est de l'IA générale déjà. Bien évidemment, ChatGPT essaie de prouver que non, c'est de l'IA étroite, mais ces processus, ça va être très intéressant pour voir quelle est la définition qui sera donnée. En tout cas, les scientifiques ne sont pas du tout d'accord. Il y en a qui disent l'IA générale arrive dans 100 ans, d'autres dans 5 ans, d'autres dans 10 ans, d'autres dans 30 ans. Enfin, justement, parce que comment on définit l'intelligence humaine et donc l'IA générale. Et après, il y a la super IA, qui est celle qui dépasse l'intelligence, mais on est loin, loin, loin. Pourquoi ça nous concerne? Alors, d'abord, regardez les temps d'adoption des nouvelles technologies. Netflix, 3 ans et demi. Après, je vais à l'extrême, c'est ChatGPT, 5 jours, il arrive à 1 million d'utilisateurs. Tout ça, c'était en janvier de l'année dernière. Et aujourd'hui, presque tout le monde sait ce que c'est ChatGPT. Donc, tout ça pour vous dire que
Donc, on a un cerveau du paléolithique, c'est ce qu'il dit Anna Tevis ou quelqu'un d'autre, mais on a la technologie voilà, du futur. Et donc, notre cerveau, il n'arrive pas à comprendre et à saisir toutes les conséquences que ça a, avoir toute cette intelligence artificielle. Qu'est-ce que ça a comme conséquences pour la société, pour nous en tant qu'humains, pour nos enfants, pour la Terre entière. Donc, on développe comme des fous l'intelligence artificielle, mais après, voilà, il y a des millions de questions éthiques, notamment, et existentielles qui se posent. Et les enjeux, c'est que l'IA est omniprésente, elle est partout. Vous ouvrez votre téléphone, votre ordinateur, vous parlez avec votre voiture. Enfin bref, on ne peut pas vivre sans IA, en gros. Ce qui veut dire qu'il y a une fake news, elle arrive partout. Ça veut dire qu'il y a un biais, il prend des proportions gigantesques. Donc, tout ce qui était avant réduit à un ragot ou à un biais d'une personne ou même d'une organisation, ben maintenant, ça se multiplie à des millions, des milliards de gens. Donc, elle est très performante et comme je vous disais, elle apprend toute seule. Vous venez tout à l'heure. Et ce qui veut dire que maintenant, les scientifiques ne savent pas exactement comment elle apprend. Donc, alors, après Sam Altman, il dit, donc le PDG des OpenAI, il dit, oh bah, même nous, les êtres humains, on ne comprend pas bien comment on apprend parce que les scientifiques ne sont pas arrivés à bien comprendre comment on apprend. Alors, pourquoi on demande ça à l'IA? Ah bah, il y a une petite nuance que l'IA, c'est nous qui l'avons créée. Donc, on est censé savoir. Vous voyez, il y a quand même, il est gentil, mais après, elle est limitée, elle a des hallucinations, ça s'appelle hallucination quand elle dit n'importe quoi. Donc, il y a un journaliste du New York Times, après je vais vous en parler plus, mais qui dit bah, j'ai demandé à l'IA des conseils parce que j'ai des problèmes avec ma femme. Ça, il a simulé. Il dit non, je vous rassure, ça va très bien avec ma femme, mais je lui ai posé des questions sur la relation avec ma femme. Et donc, elle m'a donné des conseils, machin. Et puis, à un moment, elle m'a dit abruptement quitte ta femme. Et il a dit, bon, OK, bon, je ne pense pas que je vais les faire, voilà. Mais juste pour dire que parfois, elle fait des choses bizarres et on ne sait pas pourquoi. Et puis, il y a des utilisations malveillantes et ça, on va voir aussi après. Donc là, je vais m'amuser à vous faire un petit quiz. Est-ce que vous voyez mon écran toujours? Oui. Hop. Donc, est-ce que cette image, à votre avis, est générée par l'IA ou c'est un vrai garçon, un chair et os qui a été photographié? On ne sait pas, hein? Bon, moi, je dis vrai. Pof. Oui, c'est vrai, j'ai deviné. Comment c'est une autre? Je dis, bon, ça, vrai. Ben non, c'est généré par l'IA. Est-ce que vous faites la différence? Ben, pas moi, hein. Ça, bon, voilà, IA. Non, c'est une vraie personne. Donc, vous voyez, quand on parle des deepfakes, enfin, ça veut dire quand même quelque chose. Donc, c'est là aussi des questions éthiques, des questions. Et là, je vous raconte les cas de Hong Kong, parce que pareil, ça fait rire tout le monde, mais pas les gens qui l'ont subi. C'est-à-dire qu'il y a un directeur financier a demandé un versement à un employé d'une institution financière. L'employé est diligent, il dit ben, faisons une vérification vidéo sur Zoom ou Teams ou whatever. Et donc, 3 personnes se présentent à la vidéo call et ils étaient tous faux. Donc, les gars, il a versé 25 millions de dollars et ils sont partis dans la nature. Donc, pour vous dire que les deepfakes, ça arrive loin. Oui, il n'était pas la banque, je ne sais pas s'ils l'ont viré, les pauvres gars, mais bon, ça, l'histoire ne le dit pas. Donc, regardons l'utilisation de l'intelligence artificielle. Donc, elle commence à faire des choses pour nous. Par exemple, je ne sais pas si vous l'avez, mais Microsoft Copilot.
Je rencontre une directrice des ressources humaines, elle me dit, ouais, on a installé Microsoft Pilot, je suis enthousiaste. En fait, ce qui se passe, c'est que il m'a fait les résumés de la réunion, il a tout transcrit, il m'a fait les plans d'action, il me rappelle quand je dois envoyer un email, il l'écrit pour moi, il me rappelle les rendez-vous, et il prend des rendez-vous pour moi. Ah bah, je peux diminuer mon équipe et puis on va diminuer drastiquement la force de travail. Et donc après, moi je la regarde, elle me regarde, elle dit, oh, on va avoir un problème. Elle dit, ah, je crois, oui. Donc ça a des implications, vous voyez, aussi sociétales qui sont vraiment très importantes. Ensuite, les coachs IA en sport ont souvent une meilleure performance que les coachs humains. Pourquoi ça? Parce que il collecte plein de données sur la personne et il lui donne un régime alimentaire, il lui dit quel exercice il doit faire, il lui dit comment les faire, à quelle fréquence, etc. Et en fait, bon, ici à New York, ils sont un peu fous, donc je sais pas, un copain m'a dit, mais tu sais qu'il y a une inscription à un club de sport qui coûte 10 000 dollars par mois. Attention, je ne l'ai pas faite. Et elle dit, bah, il y a une machine, tu rentres, et en fait, elle analyse toutes les données, et après, elle te dit exactement ce qu'il faut faire, dans tous les détails. Et donc, voilà, après tout content, tu as tous tes exercices à faire, elle les suit, elle suit ta performance, tes améliorations. Je dis, oh là là, en plus, on doit payer pour ça. Bon, toutefois, les coachs sportifs, c'est encore important, comme nous, les coachs humains, hein, c'est pour les motivations, pour encourager les personnes, pour toute la partie émotionnelle que les coachs IA ne donnent pas. Alors après, pour la santé mentale, il y a une étude qui a prouvé que des jeunes étaient très satisfaits et c'était très efficace pour les aider dans l'anxiété. En fait, ils ont analysé un panel des jeunes atteints de cancer et ils leur ont donné un assistant IA présent 24 heures sur 24 et ça a démontré son efficacité. Et ensuite, certains utilisent ChatGPT comme leur coach, comme les messieurs du New York Times dont je vous parlais. Donc, on a quand même un rival là déjà avec ChatGPT qui devient de plus en plus performant. Après, il y a des coachs IA intéressants. Donc, ils surgissent toutes les semaines. Moi, je me renseigne très, très régulièrement sur ce qui se passe. Et voilà, toutes les semaines, toutes les 2 semaines, il y en a des nouveaux. Bon, là, je vous en cite quelqu'un. Il y a Couply, qui c'est un coaching pour les couples. Donc, c'est une chatbot. La femme, le mari lui racontent leur vie et puis il leur donne des conseils. Emma, c'est intéressant parce que c'est un fabricant de matelas qui a créé ses coachs pour dormir. C'est une chatbot. Voilà, si vous allez sur les sites, vous allez voir, il y a plein de matelas aussi. Et puis, il y a Yodlee, qui est un coach pour parler en public, toujours une chatbot. Processica, elle parle, donc c'est un coaching. Alpina, bon, après, moi, je dirais quelque chose sur les logos, mais ça, c'est une autre question. Donc, je connais Rebecca Rachmond qui a créé Alpina parce qu'elle s'occupe aussi pas mal d'éthique. C'est intéressant parce qu'elle fait les deux. Et puis, bon, après, il y a les coachs sportifs divers et variés. Donc, avant de continuer, j'aimerais bien Avoir des infos du chat, c'est ça? On t'entend plus? Vous m'entendez plus? Voilà, là, on t'entend. Ah, OK. Ah oui, je ne sais pas, ma connexion Internet, elle dit qu'il est instable. J'espère que ça va tenir. Est-ce que vous avez des questions? Dans le chat, nous n'en avons pas, mais peut-être en direct, ça peut être intéressant. Des questions, non, mais Vas-y, Odile. en fait, j'ai la sensation qu'on perd notre liberté. Voilà. Je suis d'accord, totalement d'accord. Ça me. Oui, en fait,
donc, il faut… Ben après, je vais vous remonter un peu, donc, parce qu'il y a des choses qu'on peut faire justement pour maintenir notre liberté. Alors, ces livres, je voulais vous montrer un livre. Il existe seulement en anglais parce qu'il est tout nouveau. C'est un professeur de New York University qui l'a écrit. Et en fait, peut-être il y a un équivalent en français, je ne sais pas. Mais en tout cas, ça explique les effets des réseaux sociaux, des video games, de tous les sites sur la nouvelle génération. Et en fait, tu as raison, Odile. Tu peux nous donner le nom parce que de l'auteur? Je vais les mettre dans le chat. Tu le vois, Ah, Jonathan Haidt. Ok. voilà, vous le trouvez sur Amazon. Ouais. Il n'est pas traduit en français parce qu'il vient de sortir. Mais moi, je l'ai lu. Parfois, je suis insomniaque, je les lis la nuit. Alors, je ne l'ai pas lu la nuit parce que ça, c'est pas bien. Mais en tout cas, c'est super intéressant et éclairant. Il y a plein de choses qu'on peut faire en plus au niveau du coaching. Est-ce qu'il y a d'autres questions, considérations, partages? Oui, je veux bien. Alors moi, j'étais venu à ce webinaire là pour justement savoir un peu plus sur le rapport qu'il peut y avoir entre l'IA et le coaching. Là, je trouve 107 km/h. Donc, je découvre toutes ces… Il y a quelqu'un qui parle en même temps. Je ne sais pas si vous voulez bien couper ceux qui n'interviennent pas coupent leur son. C'est plus simple. Merci. tous ces process là. Et j'ai vu une émission et j'ai acheté un livre après aussi. Pour le coup, il est en français, mais c'est sur justement, c'est un philosophe français, du coup, qui a fait un bouquin sur je l'ai là sous la main, sur l'esprit artificiel et c'est assez rassurant. Voilà. Bon, si vous voulez, alors je vais essayer de le mettre là. C'est flouté. C'est Raphaël Antoven, ouais, c'est super. Voilà. En plus, je les trouve beaux. Mais bon, ça, c'est pas un critère. C'est vrai qu'il est beau gosse, hein, c'est bon. Mais voilà, je trouve qu'à l'écouter et puis à lire, ça fait du bien, ça rassure un peu justement sur le côté. Ouais. Voilà. Et il faisait un rapprochement entre l'intelligence artificielle et quand l'écriture a été créée. Ouais, vous avez la référence aussi. Alors, je me souviens plus exactement, mais où justement à cette époque-là, le roi, je sais plus, et ils avaient eu très peur en fait en disant mais voilà, plus personne va se souvenir de rien avec l'écrit, etc. Ça va rendre des gens bêtes en fait. Et il dit pour lui, l'IA c'est le même niveau de changement de paradigme finalement sur notre société et sur tout. Donc voilà, faut pas rater le coche. Mais bon, ça risque de… Alors, il y a déjà une fracture numérique. Moi, je pense que effectivement, je sais pas si on va perdre de la liberté, mais en tout cas, ça risque d'être différent. La liberté, je crois on en a perdu déjà il y a un bon moment avec justement l'IA et toutes les vidéos, et puis on peut plus se balader nulle part sans qu'on soit potentiellement repéré, qu'on sache où on est à tout instant. Enfin, voilà. Après, pourrait très bien ne pas avoir Internet, de téléphone, etc. Mais voilà, après, on a l'impression de vivre comme des ermites. Là, en ce moment, en France, dans les écoles, il y a une campagne 10 jours sans écran pour les enfants. Mais dès la maternelle, Ah oui, je sais, parce qu'ils les mettent devant les écrans pour comme ça, ils sont tranquilles. Oui, ah bah oui, c'est vrai qu'il y a un côté… mais bon… Oui. Alors, c'est intéressant ce que tu dis, Pascal, parce que ça, c'est ton vrai nom. Hein. Oui. Tu as changé. Oui, avant, il avait mis Karine, donc j'avais quelques doutes. C'est ma femme. Je m'en doutais. Et c'est intéressant parce qu'hier, donc ma fille, une de mes filles, elle a 22 ans. Hier, j'ai parlé avec un copain à elle. Donc, il est américain, mais c'est intéressant, je vous le dis parce que c'est intéressant. Et donc, il me disait, ben, tu sais, Anna, en fait, je me suis désinscrite de tous les réseaux sociaux parce que je m'apercevais que j'avais plein d'amis, mais en fait, je n'avais aucun ami.
Et donc, maintenant, les gens veulent me parler, et ben, ils m'appellent. Oui. Ils m'appellent, on se voit en vrai. Et je vois ma fille aussi qui était accro aux réseaux sociaux. J'étais vraiment inquiète pendant les lycées. Là, donc, elle a 22 ans. Et ben, elle est accro à sortir tous les soirs. Je ne sais pas comment elle fait parce qu'elle travaille. Donc, mais ça, c'est les jeunes. Mais je suis très contente. Je dis, sors, sors, vois les gens, des vrais gens. C'est intéressant parce qu'il y a, donc, si vous lisez les livres donc, The Anxious Generation, on voit qu'il y a des enfants qui ne sortent plus de leur chambre, littéralement. Et il y a des enfants qui disent on n'en veut plus en savoir des réseaux sociaux parce qu'on devient esclave. Et c'est vrai, on devient esclave. Et ça risque de poser un problème de santé mentale. C'est ce qu'il dit lui. Hein. Il y a plein de statistiques qui prouvent que c'est une génération à très haut risque. Il n'y a jamais eu autant de problèmes de santé mentale chez les jeunes. Parce que mais je vous le conseille, si vous lisez l'anglais, de les lire, sinon d'attendre qu'il soit traduit. Moi, je voudrais partager avec vous, pour rebondir, dans ton slide précédent, tu avais fait un point sur, voilà, sur le troisième, donc l'IA, Ouais. utilisé pour le stress et l'anxiété. Et donc là, moi, j'ai deux remarques. C'est comme si on guérissait le mal par le même mal. Oui. Voilà, ça me donne ce feeling-là, c'est-à-dire que l'IA provoque de l'isolement, de la détresse, etc. Et on soigne ça par, comment dire, par une application qui continue finalement de générer ou de construire cet isolement, de consolider l'isolement. Et ça me ramène quelques années en arrière. Je ne sais pas si vous l'avez vu, il y avait ce film, je crois, qui s'appelait Her. Ouais, oui. Oui. Voilà, je vais te laisser en parler, tu en parleras tellement En mieux fait, que moi si c'est mais bien dans ta présentation, mais c'est tellement ce troisième bloc et ouais. on sait que c'est hypothétique, mais c'est en même temps tellement réel aujourd'hui. Ça existe vraiment, c'est possible. Ça existe. Ça existe. En fait, c'est un robot, c'est une voix des femmes IA, justement, et les gars deviennent amoureux d'elle, mais en fait, elle n'existe pas. Enfin, c'est un robot, quoi. Donc, on va en parler de ça parce que c'est très intéressant. Surtout, je vais en parler sur la partie démocratisation de l'IA, enfin de l'IA du coaching, parce que en fait, c'est double face. C'est les bright side et les dark side. C'est les deux. C'est tellement personnalisé. Oui. Dans ce film, par exemple, elle est tellement connectée, entre guillemets, aux émotions de la personne que le gars, il est surpris qu'elle ait des millions d'autres amoureux en même temps que lui, en même temps. Ah oui. Bah oui. Voilà. Alors. Ouais, c'était. Oui. C'est un film passionnant. Hein. Ça pouvait être La Voix de la conscience et en fait, voilà, tout le monde est en train de parler en même temps à une voix. Voilà. En fait, tu as la voix divine. Mais bon. Les films, il doit avoir 15 ans maintenant, je sais pas, 20 ans, je sais plus, 10 ans. C'est intéressant. Voilà. C'était de la science-fiction à l'époque. Oui, c'est intéressant de voir quand est-ce qu'il a été fait parce que. Voilà, Anna, c'est juste pour te dire, te donner un petit reminder de timing. On est à peu près à la moitié de ta conférence. D'accord. Voilà. Je continue. Donc, en parlant de ça, un article du New York Times 9 mai, donc là, donc les journalistes, Kevin Rose, il dit, je me suis fait des amis avec l'IA. Donc, j'ai créé 4 amis. Donc, des avatars, un pour les sports, vous voyez les gars, machin, l'autre, je sais pas, c'est pour justement les questions de couple, l'autre, je ne sais pas quoi. Enfin, bon. Donc, il crée ses 4 amis, il raconte son expérience. Et il dit, c'est quand même étonnant parce que, bon, parfois, ils ont des hallucinations, comme quand ils me disent de quitter ma femme, mais en général, même s'ils ont des hallucinations, ils sont quand même sacrément pertinents.
Et en fait, il dit, et c'est là que Badria, je te rejoins sur on soigne les mâles avec les mêmes mâles, c'est-à-dire qu'ils disent il y a des gens qui n'ont pas d'amis et qui donc vont trouver un ami dans l'IA, c'est mieux ça que rien. Et moi, je me dis, c'est quand même inquiétant parce que ça veut dire que ça renforce l'effet qu'on peut parler avec des gens qui sont que gentils, qui sont sympas avec moi, qui ne se disputent pas. Mais ça, c'est pas la vraie vie. Et donc, je ne suis jamais forcée de sortir de ma chambre parce que, de toute manière, j'ai mes amis là. Et donc, les gens et les jeunes gens n'apprennent pas qu'est-ce que ça veut dire une rupture, qu'est-ce que ça veut dire de restaurer une relation, qu'est-ce que ça veut dire de se disputer, qu'est-ce que ça veut dire de ne pas être d'accord, mais de s'aimer quand même. Voilà, ils n'apprennent pas toutes ces nuances et c'est aller-retour, j'ai envie de dire, de la relation humaine. Et donc, il dit, ben, parfois, mieux vaut un ami imparfait que rien. Oui, d'accord. Plus la personne s'ouvre, plus l'IA devient précis. Et puis, elle répond à l'épidémie de solitude, un Américain sur 3. OK, mais voilà, je suis d'accord avec toi, Badria, ça, on empire les problèmes avec les problèmes. Donc là, on va parler des démocratisations. Justement, mieux un coach IA que rien. Et je vous raconterai une histoire. Et en fait, il faut penser que le coaching est surtout développé dans les pays occidentaux. Il est cher, enfin, on est cher, c'est vrai, hein? Et qu'il y a plein de populations qui ne sont pas touchées, qui ne peuvent pas être touchées par les coachings. Donc, il y a les étudiants, il y a les populations, comment on dit ça en français, les populations qui sont moins desservies, moins favorisées. Voilà, sont moins favorisées. Pensez aux étudiants qui, enfin, les familles aisées payent des tuteurs, enfin des enseignants qui supportent les jeunes gens pour passer un concours, etc. Eh ben, les gens qui sont plus pauvres, ils restent sans rien. Donc, peut-être c'est mieux un coach IA que rien. Donc, dans des pays, ils ne peuvent pas se payer un coaching, il n'y a pas assez de coachs. Donc, en fait, on peut penser les marchés du coaching est en grandissime expansion. Donc, est-ce que les coachs IA va prendre notre place ou il va prendre une place qui n'est pas occupée, en fait? Alors, on peut dire c'est bien, c'est mal, mais comme je vous disais, parfois c'est mieux un coach IA que rien. Donc voilà, donc il y a, ça peut générer un débat, mais je vous raconte l'état de la situation. De l'art. L'état de l'art. Après, moi, je promeux pas les coachs IA, hein, mais c'est simplement, je constate. Alors après, en ce qui concerne l'atteinte des objectifs, il y a Terence Terblanche, qui est un professeur universitaire en Afrique du Sud, qui fait pas mal d'études sur les coachings et sur les coachings et l'IA, l'efficacité du coaching et l'IA. Là, il vient de sortir une troisième grande étude qui confirme, en fait, ce qui confirmait déjà les précédentes, qui est dans l'atteinte des objectifs, les coachs IA est autant efficace que les coachs humains. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les coachs humains, il est là pour définir l'objectif, pour aller en profondeur, comprendre les croyances, les valeurs, les émotions et tout ça. Et après, on définit un plan d'action. Et l'e-coach IA, il aide à suivre les plans d'action. Et là, il est autant efficace que les coachs humains parce qu'il est présent tout le temps. Et donc, il nous suit, il nous fait des notifications et tout ça. Après, on va voir que ça a des pros et des contre. Et puis, certains préfèrent avoir un coach IA, surtout parce qu'ils ne se sentent pas jugés sur des sujets délicats, comme ça peut être les racismes, comme ça peut être l'harcèlement, comme ça peut être, vous savez, les différences de questions des genres.
Donc, dans ces situations-là, ils disent, non, mais moi, je préfère avoir quelqu'un, voilà, qui je suis sûre qu'il ne me juge pas. Il est disponible 24 heures sur 24, et puis il peut donner des outils à partir d'une très large base de données. Donc, on fait le coaching et puis, bah, garde, tiens, cet outil, etc. Qu'est-ce qu'elle ne peut pas faire? Ouf! Donc, son apprentissage ne vient pas de l'expérience. Donc, il peut partager des expériences humaines parce qu'elle a des données. Mais après, nous, on transmet une expérience de cœur, qui est quand même assez différent. Elle a une compréhension grossière des émotions. En fait, elle se base, parce que j'ai pas mal interrogé quelqu'un, je vais retrouver qu'est-ce qu'il m'a dit sur la question, parce qu'il développe justement de l'IA. Il m'a dit pour l'instant, l'IA est programmée sur la base des 6 émotions basiques d'Ekman. Et en fait, elle n'a pas beaucoup de nuances dans les émotions, mais il peut, enfin, par exemple, si nous, on sourit, ça peut être un sourire gêné, un sourire triste, un sourire content, un sourire n'importe. Eh bien, l'IA n'est pas capable de détecter ces subtilités. Toutefois, l'IA peut nous demander pourquoi tu souris. Et donc, voilà, là, on peut lui répondre, on sourit parce qu'on est gêné, mais il y a des gens, comme vous le savez en coaching, qui ne savent pas verbaliser leurs émotions. Donc, là, c'est là qu'il faut un humain pour pousser un peu, pour aider à comprendre son intelligence émotionnelle, la développer, etc. Mais en tout cas, dans la compréhension des émotions, on n'est pas encore là, même si vous regardez, mais je vous conseille d'aller regarder sur les sites d'OpenAI, ce qu'est fait la nouvelle ChatGPT, parce que les gars, il paraît qu'ils parlent avec l'IA, ils rigolent ensemble. Moi, ça me paraît… Enfin bref, je vous laisse juger. Elle a du mal à appliquer les apprentissages à de nouveaux contextes. Par exemple, un jeu vidéo qui comporte une raquette. Donc, programmé, jeu vidéo, il a une raquette, elle fait quelque chose, la raquette. Ensuite, ils disent, bah, on va donner la raquette pour un autre jeu vidéo. Et ben, l'IA doit tout réapprendre. C'est pas juste comme nous, on a une raquette, plus ou moins, on sait qu'il faut faire comme ça pour tirer avec une raquette. Donc, on peut appliquer les notions qu'on apprend à d'autres contextes. Donc, là aussi, nous, en tant que coach, on peut aider nos clients à apprendre à être résilients parce qu'ils apprennent des choses dans un contexte, ils peuvent les appliquer dans un autre contexte, que j'appelle les métacompétences. Par exemple, toute l'intelligence émotionnelle, on peut l'appliquer dans plein de choses. Je ne sais pas, des notions mathématiques, on peut les appliquer à plein de choses, etc. Et donc là, ça va être particulièrement intéressant que nous, on utilise toute notre humanité pour ça. Dans les problèmes des sociétaux, parce qu'il y a fait perdre des postes de travail. Ça va arriver, c'est inévitable. Donc là, on a un vrai rôle à jouer. L'IA comprend que ce qui est explicite. Elle a du mal à comprendre les nuances culturelles, les contextes complexes, etc. Elle ne comprend pas l'ambiguïté, et vous savez que dans les lieux de travail ou dans la vie, tout est ambigu, en fait, si on y pense bien. Mais c'est vrai, ou paradoxal, ou voilà. Donc, l'IA n'est pas capable de comprendre ça. Donc, on est quand même encore un peu utile. Les avantages de l'IA, elle coûte moins cher, ça je vous l'ai dit. Elle a une qualité constante et égale. Ça, c'est important aussi à savoir. Enfin, je vous dis ça, mais non pas pour vous faire peur, mais comme ça, vous le savez. Diffusion à grande échelle, utilisation des données, donc objectivité, sauf que si elle part des mauvaises données, vous voyez bien les problèmes que ça cause. Elle donne des feedbacks en temps réel. Ça, par exemple, il y a des LIA pour la prise des paroles en public, je vous en parlais. Et ben, elle me donne un feedback, je fais ci, je fais ça, je n'ai pas fait ci, je fais ça, à telle minute, etc. Ça donne des feedbacks très précis. Et puis, je vais vous donner, quand le coach IA est vertueux, donc il y a Tim qui fait partie de notre task force de l'IA, qui a créé Epoch Academy parce que, justement, pour les coachings des jeunes étudiants des milieux défavorisés. Et en fait, il est en train de se faire financer pour développer un coach IA parce qu'il dit, c'est pas juste que
Il n'y a que les riches qui arrivent à passer les bons tests et ils arrivent aux bonnes universités, etc. OK, là, je m'arrête et je voulais juste savoir si vous aviez des questions. Non? Je vous ai abasourdi. D'accord. Mais non, mais Je non. continue. Je continue avec les questions éthiques parce que ça, à mon avis, ça va vous faire réfléchir. Donc, d'abord, l'IA consomme énormément d'énergie dans la partie apprentissage. Donc, bon, comme j'habite entre New York et Paris et que je voyage, là, ça m'a fait quand même réfléchir. Ensuite, préoccupation, les deepfakes, je vous ai montré ça, les fausses informations, parce qu'elle part des fausses données ou bien l'humain lui donne des fausses informations. Et puis, comme je vous ai dit qu'elle est partout, eh ben, elle se diffuse partout. Une fausse information, avant, elle était diffusée à un cercle restreint. Maintenant, ça prend des proportions pas possibles. L'usage des arnaques. Il y a ma banque en France, ma banque aux États-Unis, ils veulent 10 000 codes de sécurité, j'en peux plus, mais je comprends aussi. Polarisation de la société, parce que justement, les fausses informations et influence sur les marchés de travail, c'est ce que je vous disais. Et donc, rentrons dans des choses intéressantes pour nous, les coachs, comment aider aussi nos clients, parce que l'IA génère un attachement émotionnel, c'est-à-dire j'ai un coach, il est toujours là, il est gentil avec moi, il me dit des choses, il s'occupe de moi, il me fait des notifications. Et donc, même si je sais dans la tête consciemment que c'est une machine, inconsciemment, je m'y attache émotionnellement. Ça, c'est inévitable. Donc, on a un problème parce que la machine, elle s'en fiche de nous, mais alors, comme Her, elle avait plein d'amoureux, bah, voilà. Et ça, c'est aussi, la perte d'initiative, c'est super important aussi, hein, nous, en tant que coach, de transmettre ça à nos clients. En fait, j'ai un problème, j'interroge l'IA, ChatGPT, n'importe. Il résout mon problème, j'applique la solution qu'ils m'ont donnée. Mais alors, on sait bien que dans les choix, ce qui est important, c'est ce que je ressens dedans. Parce que l'important, c'est que j'apprenne à faire des choix, je n'assume la responsabilité, j'apprenne à faire des choix bons pour moi. J'écris un livre, Faire les bons choix, donc je sais de quoi je parle. Donc, regarder mon équilibre, mes valeurs, mon alignement dans mes choix. Vous voyez, ça demande une introspection qui est très utile à apprendre et que nous, coachs, on peut apprendre à nos clients. Alors que s'ils posent la question à ChatGPT, qu'est-ce que je fais avec ma femme, ben après, ils disent d'abord déresponsabilisation. Ah ben, c'est ChatGPT qui m'a dit ça. Ou ils font les choses telles qu'on leur dit de faire, comme les jeunes filles aujourd'hui qui disent qu'ils veulent maigrir parce que sur Instagram, on leur dit qu'il faut maigrir alors qu'elles sont déjà maigres. Vous voyez, donc c'est quand même important de faire attention, de dire à nos clients qu'il y a des dangers. Les biais sont agrandis parce que la diffusion de l'IA a agrandi, et puis les risques de dépendance, qui est très forte. L'IA est disponible 24 heures sur 24. Ah oui, elle m'aide dans mes problèmes de santé mentale, elle m'aide dans mes problèmes, enfin dans l'atteinte de mon plan d'action. Alors que si on voit un psy ou un coach tous les 15 jours, toutes les semaines, on a les temps de résilience. OK, ça dépend de moi de mettre en pratique mon plan d'action. Ça dépend de moi de faire ci et faire ça. J'apprends à me autogérer, j'apprends une autonomie. Alors qu'avec, vous voyez ce que je veux dire? Si elle est là à 24h24, elle me fait des notifications, ah ben, je suis là à attendre passivement. Donc là, on a de quoi faire, les amis. Après, ce qu'il dit dans mon livre, là, celui-là, toujours, hop, il parle des Hooker Model qu'il applique aux réseaux sociaux, donc les effets des réseaux sociaux, mais je vous l'ai mis parce que j'ai trouvé tellement intéressant par rapport aux notifications, les dommages qui font les notifications du coach IA, n'importe notification. Donc, il y a une notification qui arrive sur notre appareil, Instagram, Facebook, n'importe. Elle nous dit, ah, il y a une notification, oh, il y a quelqu'un qui m'aime bien parce que il est là pour moi. Et donc, je suis poussée à une action. Des gens j'ai des clients, ils ont une notification du travail à 4 heures du matin, ils répondent.
dit, ça ne va pas, les gars. Et puis, ils sont en burn-out. Enfin, bref. Donc, il incite à une action parce qu'il pense qu'il y a une récompense, mais elle est variable, la récompense. Après, dans les coachia, peut-être elle est plus constante, mais pensez à Instagram, parce que quelqu'un m'a liké, quelqu'un ne m'a pas liké. Et donc, l'effet qu'elle soit variable fait que j'ai encore plus envie de regarder. Et donc, je m'investis émotionnellement. Pardon, je n'ai pas fait. Oups. Je m'investis émotionnellement et comme ça, je continue. Et donc, vous voyez ce que ça peut générer un coachia qui est toujours présent. Oxytocine galore, beaucoup, mais après, libre arbitre, autonomie, vraiment pas beaucoup. Donc, autre dilemme éthique, mais ça, on en a déjà un peu parlé. Nature imprédictible de l'apprentissage autonome de l'IA, on ne sait pas comment elle apprend non plus. Amplification des défauts, les protections des données de la vie privée, avec quelles données elle apprend, et puis l'absence des sens moral et éthique. Et donc là, avant de passer aux solutions, c'est la quatrième partie. J'ai une question qui me perturbe. Au slide suivant, je n'arrive pas à comprendre, et peut-être que tu vas me l'expliquer, comment on peut ne pas savoir comment l'IA apprend. Il y a comme un bug mental, je ne comprends pas. Je ne comprends pas la problématique. Comment on peut ne pas savoir? Parce que d'une part, c'est la quantité des données qui sont là dehors. Donc, il y a une telle quantité de données qu'en fait, on ne sait plus où elle les prend parce qu'elle pense qu'il y a d'Internet. T'imagines Instagram, YouTube, Facebook, les emails, les recherches Google, tout ça multiplié 7 milliards ou 9 milliards, je ne sais plus. T'imagines des personnes? C'est énorme. Donc, ce qui fait que déjà, c'est une question quantitative. Ensuite, l'IA procède par, elle regroupe les informations dans des sous-systèmes, sous-ensembles, et ensuite, elle fait des inférences. C'est-à-dire, si toutes les formes des chiens, par exemple, chiens, donc je vois plein de formes des chiens, donc je comprends que n'importe quelle forme des chiens, c'est quand même un chien. Mais après, je ne sais pas combien de chiens, des formes des chiens, elle voit. Et là, je vous fais l'exemple des chiens, mais ça peut être n'importe quoi. Donc, et après, elle les regroupe, elle fait des inférences, et après, à partir de ces inférences, elle en fait d'autres. Donc, l'enchaînement, ça devient tellement compliqué, complexe et long qu'on ne comprend plus comment elle fait les inférences, en fait. D'accord. Voilà. Donc, je te l'expliquerai comme je l'expliquerai à moi-même parce que je ne suis pas une scientifique. Hein. Voilà, mais c'est ce qui se passe. C'est un peu peut-être, enfin, je te pose la question, est-ce que pour toi, il y a comme un lien qui ressemblerait aux associations d'idées? On ne sait pas, dans un cerveau humain, c'est ça, hein, dans un cerveau humain, il y a des gens qui passent d'une situation à une autre avec beaucoup d'associations d'idées et qui partent d'un sujet et qui arrivent à quelque chose de très différent. Oui. Et on peut se dire, mais qu'est-ce qui lui est passé par la tête pour arriver, en partant de là, à arriver à cette information, cette conclusion? C'est quelque chose de cette nature-là que tu décris. C'est quelque chose de cette nature-là, seulement que l'humain, s'il est challengé, et en France, vous êtes très bon à faire ça, et j'ai appris à disons, expliciter mon raisonnement intuitif en France, donc ça m'a été utile, c'est challenger, et après, il sait l'expliquer. Comment il arrive là, donc on peut discuter. L'IA, on ne sait plus. D'accord. Merci. Je t'en prie. Quand je regarde l'heure. 1h12 déjà. Oui. Mais j'ai les solutions, puis j'ai fini. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou j'avance? J'avance. Allez. Solution. Allez, mettons-nous de bonne humeur. Donc, les institutions avancent. Donc, en juin 1924, donc là, l'Union européenne devrait valider l'acte IA, qui a été déjà en principe accepté par les 27 pays en février, donc c'est déjà bien avancé. Ils disent, ouais, en juin, ça devrait vraiment être validé, sortir. Et en fait, ce qu'il fait, c'est qu'il divise l'IA entre
haut risque, moyen risque, risque bas. Et il dit, en fonction du niveau des risques, les sanctions deviennent plus élevées pour ceux qui ne respectent pas la loi, et aussi les contrôles deviennent plus élevés, et aussi les choses qui sont demandées à ceux qui créent des LIA sont beaucoup plus sévères, enfin plus sévères, plus pointues. Et en fait, il ne faut pas oublier non plus qu'on a nos normes, j'oublie toujours l'acronyme, mais en tout cas pour la vie privée, GDPR, RGPD en français. RGPD, voilà, je me confonds toujours avec, je suis une catastrophe parce que je me confonds avec toutes les langues des acronymes, enfin bon, vous avez compris, mais et il faut savoir que les États-Unis, en particulier la Californie et New York, l'État de New York, en fait, ils prennent les normes européennes et les copient. Donc, ils regardent de près tout ce qu'on fait. Alors, on pense toujours que les États-Unis sont plus avancés, mais en fait, non. C'est une fausse. Moi, je vis ici depuis 11 ans, je peux dire que non. Donc, c'est intéressant ça, parce que ça va inspirer les gens ici. En tout cas, Biden, en octobre 2023, il a sorti un ordre exécutif sur l'IA. Il a constitué un consortium qui est composé des développeurs d'IA, des agents du gouvernement, des gens de la société civile, des chercheurs, pour justement trouver les bonnes règles à mettre en place pour l'ordre exécutif. Mais en tout cas, l'ordre exécutif qui, par exemple, dit, comme va le dire l'acte IA, quand une image est générée par l'IA, il faut le dire. Quand il y a une vidéo, il faut le dire par l'IA, il faut dire un texte, il faut le dire. Ça. Donc, c'est ce genre de choses qui sont, maintenant, il faut rendre explicites. Et ensuite, l'UNESCO, en 2021, il a sorti un code éthique de l'IA qui a été, donc, vous voyez, en 2021, l'UNESCO a vu tout et qui a été approuvé par 193 pays. Donc, vous voyez, ça avance quand même. Et regardons qu'est-ce qui fait ICF. Je vais vous le raconter tout après. Qu'est-ce qui fait le MCC? Le Future of Coaching Collaboration, là aussi, je vais vous expliquer. Et ensuite, Rebecca Rachman, qui est celle qui, vous vous rappelez, elle développe le coach Alpina. Je vous conseille, elle écrit en anglais, pas en allemand, déjà, c'est ça. C'est l'allemande, je la connais. Donc, je vous invite à la suivre sur LinkedIn, si vous comprenez l'anglais, parce qu'elle écrit des choses très intéressantes. Donc, vraiment, je vous invite. Alors, regardons l'ICF. Qu'est-ce qu'il fait? D'abord, je ne sais pas si vous connaissez, mais au niveau global, il y a Joel DiGirolamo, qui est le chef de la recherche au niveau global chez ICF. Voilà, je le connais maintenant. On se fréquente assez pour toutes les questions de coaching et IA. Et il est en train de finaliser. Quand je dis finaliser, il a déjà la version définitive. Elle est juste, elle a juste envoyé à des gens pour validation finale. Donc, toute cette ligne directrice pour coacher les clients sur la sélection des plateformes, comment sélectionner les plateformes. Il n'y a pas que ça. Il y a comment sélectionner les plateformes, comment les coachs peuvent faire attention, qu'est-ce qu'ils doivent demander les coachs aux plateformes, qu'est-ce que les clients qui achètent les plateformes, donc les entreprises, qu'est-ce qu'ils doivent demander, comment ils doivent informer les coachés, donc les employés de l'entreprise qui sont coachés à travers les plateformes, par exemple. Puis ils donnent des guidelines, des lignes directrices sur les coachs IA. Donc, ça fait 93 pages. Hein. Juste, il nous l'a envoyé. Après, maintenant, on ne peut pas la diffuser encore parce qu'il dit encore, je dois le valider complètement. Et donc, un des rôles de la task force, donc de nous, ça va être de prendre des éléments qui intéressent les coachs et la résumer. Parce que sinon, 93 pages, déjà pour nous. Ensuite, ICF fait de la recherche sur le coaching et l'IA. Et on a sorti, ça fait une semaine, le nouveau site web donc, dédié à la task force. On a bien travaillé et poussé pour avoir ça.
Donc, voilà les liens. Si vous avez besoin de les traduire en français, parce que c'est en anglais, mais sachez que sur Google, vous pouvez faire traduire les sites Internet dans votre langue. Donc, oui, d'accord, Google va utiliser l'IA pour le faire. Je suis d'accord. Mais bon, c'est quand même ça, c'est davantage. Et voilà, donc, et en fait, ce que vous allez trouver, c'est des livres blancs, enfin, je ne sais pas si on dit comme ça, livres blancs, des webinaires, des articles, des blogs. Et surtout, nous, on va mettre des cas d'études des différentes typologies d'utilisation de l'IA dans les coachings. Comme ça, et on va vous tenir au courant très régulièrement. Je ne sais pas si vous voulez mettre ça dans les chats, Badria. Oui, alors. Attends, On va diffuser de toute façon les slides après, non? Ah ouais, d'accord, ok, bon. Ça te va? Oui, ok, bon, je remets alors. Ça, on l'a dit. Oh. Ensuite, les Future of Coaching Collaboration. Donc, Carol Bradick, que je connais, je lui ai parlé assez longuement. Elle est américaine, mais pour une raison que je ne comprends pas. Elle est au UK, donc elle est affiliée au ICF de la Grande-Bretagne. Et puis Ingrid Pope, que je ne connais pas. Donc, ils ont développé des guidelines, pareil, des guidelines directrices qu'ils ont diffusées. Donc, si vous allez Future of Coaching Collaboration, vous allez les trouver, elles sont très intéressantes. Elle dit, donc, qu'est-ce que c'est la Coaching Tech? C'est une application mobile qui prend en charge le développement d'habitudes et des réflexions, des chatbots, des plateformes numériques qui aident à gérer les opérations de coaching, donc les mises en relation, les plateformes de coaching telles qu'on les connaît, et puis celles qui aident à sont développées par des prestataires externes et qui, disons, sont plus compréhensives, c'est-à-dire vraiment ils connectent formation, coaching, elles sont vraiment connectées aussi aux outils RH des entreprises. Donc, elle a dit, voilà, ça c'est les royaumes de la coaching tech. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'elle dit? Voilà. Après, ces guidelines, ce sont 15 pages. Moi, je l'ai fait en une page. Donc, bon, après, si vous allez voir, mais en fait, j'ai essayé de vraiment trouver les choses qui étaient vraiment intéressantes pour nous. D'abord, pour nous, est-ce qu'utiliser un outil technologique est adapté à ses clients? Il y a des clients qui ont des problèmes, des fragilités mentales. Est-ce que les voir que via Teams est adéquat alors qu'ils passent sur Teams leur journée? Est-ce que ça va encore plus les aliéner? Est-ce que utiliser, par exemple, il y a maintenant, moi je ne l'utilise pas parce que justement, je n'aime pas, il y a des mondes virtuels où vous pouvez mettre votre client pour qu'il fasse enfin, c'est comme une métaphore. Alors, ça, c'est d'utilité, hein? Mais est-ce que mon client est prêt à faire ça? Est-ce que vous pouvez enlever l'audio? Voilà. Et, mais en fait, est-ce que mon client est prêt à recevoir ça? Est-ce que ça les fragilise? Est-ce que ça l'aide? Est-ce que ça les met dans un autre monde et donc ce n'est pas bon pour lui? Donc, attention à ne pas donner des outils parce que c'est génial, quoi. Ensuite, traitement des données. Si vous travaillez pour des plateformes, est-ce que les données, comment elles sont traitées, comment elles sont diffusées? Vous, en tant que coach, vous avez le droit de demander. Clarifier les types de durée d'accès, préciser la politique de confidentialité, comment les données sont stockées. Est-ce que ma session est enregistrée? Est-ce que si elle est enregistrée, à quoi ça sert? Est-ce que ça sert à alimenter les coachs AI? Est-ce que ça sert à alimenter une chatbot qui va naître en coaching? Vous avez le droit de le savoir. Et puis, est-ce que les données les plateformes retirent du coaching, est-ce que servent à alimenter des outils RH? De quelle manière? Est-ce que quid de la confidentialité de mon coach? Est-ce qu'il en est averti? Est-ce qu'il le sait? Est-ce qu'il sait si la session est enregistrée? Qu'est-ce qu'on fait des données? Parce que je ne sais pas si les employés savent.
Donc, voilà, vous avez des instruments pour vraiment avoir un regard critique et vous avez le droit voilà, de challenger les plateformes. C'est là que quand j'ai fait la conférence à Pittsburgh, la fille de BetterUp, elle me dit comment je fais pour contacter ICF pour qu'on soit bien avec les guidelines d'ICF. Je dis oui, je vous mets en contact, pas de problème. Ensuite, on a un environnement qui change, donc perte des postes de travail, ça va venir. Hein, donc, l'IA permet d'avoir certaines informations pour lesquelles avant, il fallait consulter un professionnel, par exemple, certaines décisions légales. Pareil, j'ai une amie avocate, elle me dit, j'ai une aide légale, je ne vais plus avoir besoin d'elle. Donc, bon, vous voyez. Donc, elle peut être utilisée pour des raccourcis nuisibles à moyen long terme, c'est-à-dire qu'on trouve tout sur Internet, mais on trouve aussi des choses qui ne sont pas forcément vraies. Donc, un médecin, c'est toujours bien de le consulter. Et là, nous avons un vrai rôle en tant que coach dans cette transition sociétale. Pourquoi? D'abord, on a expérimenté la plupart de nous des transitions professionnelles. Ils ont besoin de notre soutien psychologique parce qu'on a cette expérience, on l'a vécu, l'empathie, apprendre de notre résilience. Parce que là aussi, on a été résilient déjà dans notre vie. Et puis, nous, on a la capacité de voir les potentiels de chacun. Et l'IA, en fait, elle ne les voit pas avec notre regard humain. Donc, voilà, ce qui va faire la différence, c'est nous. C'est nous les vrais humains dans tout ça. Alors, c'est intéressant ce qu'ils m'ont demandé justement dans les autres conférences. Est-ce que tu utilises des outils IA? Moi, j'ai dit, ben non, pour l'instant, j'y résiste. Je m'informe beaucoup, mais je ne les utilise pas. Je sais que ça existe. Voilà, moi, j'ai fini ma partie conférence. Est-ce que croire en l'IA n'est pas une croyance limitante? C'est sûr. Moi, je ne crois pas en l'IA, mais je constate ce qui existe. Après, parfois, je dis c'est utile, mais avec un grain de sel. Est-ce qu'il y a d'autres réactions, des questions? On peut remettre déjà tous les sons en mode on, si vous avez envie. Oui, moi, Moi, ce que j'aimerais partager, oh, pardon, Charlotte. Oui, moi, je le disais tout à l'heure en intro, moi, c'est à cause de l'IA, je m'intéresse beaucoup à l'intelligence émotionnelle. Oui. Et donc, mais sauf que les questionnaires d'intelligence émotionnelle, en fait, ils utilisent de l'intelligence artificielle pour établir un diagnostic. Et donc, je voulais avoir un peu ton avis là-dessus. Et alors, c'est toute une question. Ça, c'est les outils questionnaires et autres. Moi, ce que je dis toujours à mes clients, c'est un outil d'abord. Ah oui. Hein, c'est un outil. Il ne dit pas la vérité sur vous, il vous donne des indications. La validité des outils, même les meilleurs, elle est à 80%, déjà c'est Ouais, très élevé. ouais. Donc après, c'est pour ça qu'il y a les débriefings. Oui, et puis pour moi, c'est plus un démarrage de discussion. Voilà, c'est ça. Exactement. Moi, j'utilise les disques, les Hogan, etc. Oui, c'est Mais ça, moi à aussi. chaque fois, je leur dis, c'est un démarrage de discussion et Ouais. ils ne détiennent pas la vérité sur vous, mais Mais est-ce que tu penses que l'intelligence émotionnelle est quelque chose justement qu'il faut vraiment, enfin moi, mais je suis pas sûre d'avoir raison, hein. Je pense que c'est quelque chose qu'il faut absolument apprendre à développer dans les entreprises pour sauver les organisations quelque part. on est totalement d'accord. C'est à ça qu'on sert. Hein. C'est notre première utilité en tant que coach, c'est ça. Oui, c'est Et ça. je pense on apprend l'intelligence émotionnelle par imitation aussi, parce que nous, on l'a développé, d'où À l'intérêt l'expérience, de continuer à nous développer en tant que personne. c'est ça. Mm. Supervision, enfin bref, tous ces outils qu'on a en tant que coach.
aussi. Super Moi, intéressant. En tout cas. je voulais partager, encore une fois, un ressenti. Il y a pas mal de personnes qui se disent très inquiètes du poids de l'IA, etc. Et moi, ce que ça provoque chez moi, et en particulier après 7 heures et quelques d'échanges, tout ce que tu nous as amené, en fait, plus les gens ont peur et plus ils se cachent derrière le petit doigt. Parce que dans tous les domaines, et il n'y a pas de raison que le coaching fasse exception, dans tous les domaines, on a fini par adopter euh, une grande partie du progrès à notre avantage. Si je prends, moi je viens du monde bancaire à la base, avant de faire de l'accompagnement en mode coaching, euh, on n'appelait pas ça l'IA, mais utiliser le big data, c'était vraiment important pour Ah oui. commencer à comprendre en fait les comportements de fraude. C'est quelque chose qui était au démarrage vertueux. Donc résister et dire non, ça fonctionne pas parce que ça vient quand même autant entrer dans la danse et voir en fait comment on peut danser avec l'IA plutôt que de dire c'est dangereux et on ne va pas pouvoir être en compétition avec l'IA. Mais en fait, on n'a pas le choix, en tout cas. Oui, Les mais amis, ça, c'est la réalité aussi. Donc, c'est mieux de courir avec les trains que perdre les trains. C'est intéressant ce que tu dis, Badria, parce que donc Woody, ma co-chair, il publie aussi sur LinkedIn pas mal de nouveautés. Et donc, à un moment, il était au Texas et il a fait un essai avec un coach IA avec la voix. Donc, il a fait un essai devant les gens. Et puis, il a publié cet essai enregistré sur LinkedIn. Alors, c'était super intéressant parce qu'il a eu des réactions d'insultes. Les pauvres, il voulait juste les mettre juste pour informer. Il ne dit pas il faut faire ça, mais il voulait informer de ce qui s'est passé. Et il me dit, mais je suis désespérée, Anna, qu'est-ce que j'ai fait? À un moment, il m'a demandé conseil. Qu'est-ce que je fais? Et en fait, quand on a regardé qui a été les plus virulents, c'était alors je vais être très peu politically correct, c'était les personnes les plus âgées. Sachant que, bon, j'ai 56 ans, donc je ne suis pas très jeune non plus, mais juste pour dire que c'est intéressant, c'est une question aussi générationnelle. Et c'est vrai que les jeunes sont plus attirés vers ces genres d'outils que nous. Enfin, je parle de moi, mais ça, c'est certain. Mais en tout cas, c'était intéressant parce que c'était vraiment fort. À un moment, il m'a appelé désespérée. Au secours, qu'est-ce que je fais? Voilà, donc pour donner une idée. Bon, bah, Oui. oui. Moi, Après, il me semble aussi que ça risque de mettre quand même pas mal de personnes sur la touche qui ne sont pas flexibles pour continuer à apprendre et à évoluer vers d'autres métiers également. C'est clair, c'est clair. Donc là, je pense qu'on aura peut-être un rôle à jouer quand même aussi, parce que dans la gestion de carrière, du moins, les personnes ont eu un diplôme, ont eu une formation. Oui. Certains se sont arrêtés d'apprendre, mais il faudra qu'ils se remettent à apprendre et on aura peut-être un rôle sociétal à jouer également. Ben, c'est ça, c'est comme nous, on a quand même appris les coachings. On a souvent, c'était notre deuxième métier. Donc, c'est là qu'on peut modéliser que c'est possible. On a un vrai rôle à jouer. C'est excellent ça. Donc, on a vraiment, voilà. Bon, bah, si vous n'avez pas d'autres questions. Alors, il y a encore un élément sur le chat. Je n'ai pas vu ce que Ah, c'est. d'accord. Voilà, des remerciements. Oui, c'était super, vraiment super intéressant. moi j'aurais encore juste une dernière question. Oui. C'est bon? Je peux poser encore une question? Mais bien sûr, Je peux malheureusement pas allumer ma caméra, donc c'est pas grave. Ok, d'accord. c'est OK. J'aurais voulu savoir un peu ce qu'il en est de la créativité au sens large. Hein, je sors du cadre du coaching, sachant que l'IA est alimentée par des données déjà existantes. En fait, là, je me fais un peu l'avocat du diable. Voilà.
Donc, juste pour dire que c'est vrai, l'IA crée avec des données existantes. Mais beaucoup de création humaine aussi viennent d'input existants. Et je dirais 90% de la création humaine vient de ça. Après, que la création, ça permette à l'humain de se développer, l'acte de créer, ben c'est là aussi qu'on a un rôle à jouer en tant que coach. On dit, ben, c'est pas parce que l'IA crée des images super belles, etc., que nous, on doit arrêter de créer. Parce que ça fait partie de notre sublimation, de notre nature, de notre... Donc là aussi, on a un rôle à jouer, de créer ensemble à la fois des idées, à la fois des dessins, de la musique, n'importe. Parce que ça fait partie de notre humanité. Ok, merci. Je t'en prie. Voilà, je ne sais pas, Bon. je pense qu'on a fait un petit peu le tour des questions, des remarques. Eh ben, merci à tout le monde et c'était un plaisir de vous avoir. Je vais envoyer les slides à Badria. Il y a aussi mes contacts, donc si vous avez besoin de quoi que ce soit, je suis là. Donc, si vous avez envie de recevoir les slides, on va mettre déjà le replay probablement sur le site dans lequel vous êtes inscrit. On y mettra les slides. Si vous avez envie de contacter Anna, donc vous avez ses coordonnées ou vous pouvez me contacter, je transmettrai. Mais bon, avec un nom comme ça, on va la retrouver facilement, je pense. Anna Gallotti, il n'y en a qu'une. Voilà. Je sais pas, mais... Merci pour l'écoute. Restez Merci. curieux, comme le disait Anna tout à l'heure, et Toujours. aussi Stéphane, la capacité d'apprendre encore et toujours, c'est ce qui fait ce qu'on est. Donc, continuez à être curieux. Les sites ICF, en général, regorgent d'informations assez intéressantes. Donc, prenez un peu de temps pour aller regarder ce qui se fait, ce qui s'écrit, et on lit de moins en moins, donc ce qui s'enregistre. Et pour pouvoir visionner si vous préférez plutôt que de lire. Merci beaucoup à tous. C'est pour moi un grand plaisir d'avoir été ici avec vous et j'espère pour certains à bientôt. Et merci Badria et ICF France. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Merci Anna. à vous. Merci. Au revoir. Merci Ciao, Anna, ciao. merci Badria.